Bonsoir, ce soir, sixième édition, histoire de finale. Nous sommes en 2007. 2007, année où le club va recruter deux personnages des années 2000. L'entraîneur Vern Cotter et le demi d'ouverture, Brock James. Ils vont marquer ce club. Pour nous parler de cette année 2007, avec deux finales, dont un titre de challenge européen, gagné à Londres, puisque nous avions battu l'équipe de Bath, et donc une finale contre le Stade français au Stade de France. Trois internationaux qui représentent aujourd'hui 32 sélections. Je veux parler de Julien Malzieu, d'Elvis Vermeulen et d'Alex Hodbert qui nous fait le plaisir de revenir en deuxième semaine. Je vous souhaite d'être attentifs et un bon visionnage. À plus tard. Bonjour, on retrouve maintenant un habitué puisque Alex Hodbert est venu, mais il pourrait venir à toutes les émissions. Il a tellement fait de finales, Alex. Je crois que tu en as fait 5, mais on y viendra, on y arrivera. Il y a eu un titre. Après, on est content de retrouver Julien Malzieu, qui a fait rêver par ses grandes chevauchées tous les supporters du Michelin qui nous suivent sur cette émission. Ici, c'est le confinement. Il nous dira dans un instant ce qu'il devient. Je crois qu'on l'appelle il est à Montpellier là actuellement. Et puis, très heureux de recevoir Elvis Vermeulen. Les tribunes populaires l'appelaient le tracteur, il me semble, en son temps. Beaucoup de place dans l'écran. Lui aussi nous dira ce qu'il devient. Je crois qu'il est encore sur l'agglomération clermontoise et il est engagé à un club qui me tient au cœur. J'ai trois clubs en fait qui me tiennent à cœur ici. C'est l'AS Montferrandez, puisque j'y ai débuté tout minot et j'avais été éducateur à l'école de rugby en son temps. Puis le RC Vichy, parce que j'ai fini avec mon ami Jackie Leterre, et j'avais un petit peu joué au Clermont Université Club, et c'est là qu'Elvis est là. Donc, je suis très content de te voir, et je salue aussi Serge Cellier, qui est, je crois, le président de l'Omnisport, et que je connais très bien. Très heureux aussi, parce qu'en fait, je n'ai sur ce plateau que des sélectionnés. Je crois que Julien, tu as 20 sélections. Elvis, si je ne me trompe pas, parce que généralement, je me trompe toujours sur un ou deux. Donc, j'ai 10 sélections pour toi. C'est ça. Et Alexandre, deux sélections. Donc, je n'ai que des capés bleus sur le plateau aujourd'hui. Donc, je vais commencer par Julien, puisqu'il est le plus loin. Tu deviens quoi, Julien? Pas grand-chose. Ok, non, next. Moi, ça fait quoi? J'ai arrêté ça va faire quoi, 3 ans? 3 ans. J'ai un petit qui a eu 20 mois, donc ça me prend pas mal de temps. J'ai fait la... On va dire, je lui ai donné la priorité et je me suis occupé de lui sur sa première année. Donc, j'ai strictement rien fait. Je me suis juste occupé de lui pour profiter au maximum. Et après, depuis septembre, j'ai un copain sur Montpellier qui a ouvert une fromagerie. Du coup, je vais lui filer un coup de main les vendredis et les samedis pour retrouver un peu une vie sociale et puis faire quelque chose et voir un peu autre chose. Est-ce que tu vas faire la promotion du fromage d'Auvergne? Ah bah toujours, j'en fais tous les jours. Saint-Nectaire, le Cantal, j'essaye de le mettre en avant tout le temps. C'est bien. Elvis, toi, bon, on sait que tu es au CUC, mais je crois que tu as d'autres activités, puisque j'ai un ami, Pierre-Édouard Morin, qui te fait participer. Tu vas nous expliquer tout ça. Ouais, on a lancé en fait on a ouvert une société qui s'appelle Ovalie Original, avec en parallèle aussi Ovalie Co. On travaille avec Rémi Grosso. On s'est lancé dans la coutellerie, donc on en fait des couteaux de belles factures. On a lancé justement le petit Ovalie, justement, qui est sympa, qui est en forme de ballon de rugby. Après, on a commencé à développer d'autres gammes, du textile, de la bière. On commence à se diversifier aussi les bouchons de vin. On fait les guillotines, les planches à découper. On va bientôt sortir un couteau de fromager, justement, donc ça pourra intéresser Julien. Donc voilà, donc on essaie de se diversifier. En plus, on a fait du local et on fait travailler tout ce qui est justement la coutellerie de tiers. Donc c'est hyper important
sur la qualité. D'autant plus important quand on voit les événements qui se passent actuellement et le fait que je pense que cet après-Covid-19 fera qu'on se tournera plus vers une production française, chose qui nous avait un peu échappé lors d'un certain nombre d'années. C'est là où j'étais très bon parce que j'ai anticipé le truc, c'est que depuis bientôt 3 ans, on travaille justement qu'avec du français, donc c'est là qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que le peuple français donne beaucoup, donc en contrepartie, il faut le faire travailler. On peut te féliciter. Alexandre, très brièvement, s'il y en a, mais je crois qu'on a plus de 2000 vues sur la semaine dernière et c'est pas terminé parce que je vois que tous les jours ça augmente. Donc, mais il y a des gens qui nous avaient oubliés la semaine dernière. Tu nous dis en 2 mots ce que tu fais dans le monde médical et puis dans le monde du consulting, puisque tu es consultant pour une radio. Tout à fait. Alors, brièvement, d'un point de vue professionnel, moi, je travaille dans le médical. Je suis chef produit d'une gamme d'échographes qui est pareil que, comme Elvis, c'est produit en France et à Clermont. Donc, et nous, on travaille dans le monde entier. Et au niveau des médias, je travaille avec Sud Radio, auprès de qui je suis consultant, et où on animait, parce qu'on va avoir un peu l'herbe coupée sous le pied avec cette fin de championnat. On animait une émission de radio, et on commentait certains matchs qui étaient diffusés sur Sud Radio. Bon, nous en venons à cette année 2007. Déjà, arrivent au sein de votre groupe 2 personnes qui me semblent importantes pour la suite de ce que va vivre la S Montferrandaise. C'est un entraîneur néo-zélandais qui s'appelle Vern Cotter, qui travaillera à ses côtés avec Jean-Pierre Lapara. J'en oublie peut-être, mais vous me direz. Et puis surtout, il arrive un ouvreur qui s'appelle Brock James. Je me trompe pas? Non, tu ne te trompes pas. je me rappelle lors du... Verne, on ne le connaissait pas du tout. Il n'y avait que Sam Brumall qui était néo-zélandais et qui l'avait connu un petit peu, donc il nous avait prévenu un peu de l'ampleur du personnage. Mais c'était on n'imaginait pas voir arriver ce grand monsieur avec tout ce qui nous a fait travailler, on va dire. Et Brock, moi j'ai un souvenir particulier, c'est que Brock, j'étais l'un des seuls qui parlait. Excuse-moi Elvis, mais plutôt bien anglais, chez les Français, et qui était l'un des anciens déjà dans le groupe. Et au stage en Suisse, quand on était fait un stage, je me suis retrouvé avec Brock en chambre, et qui était arrivé 3 jours avant. Donc c'était rigolo de voir Brock qui était complètement décalé, qui téléphonait à 4h du matin. C'était sympa, quoi. Elvis, tu as un souvenir de ce début de saison? Tu vois arriver ce grand bonhomme et un petit bonhomme qui va jouer à l'ouverture. Qu'est-ce que tu te dis, toi, avec tes larges épaules? Là, ça a été compliqué. Pour la première journée, en fait, on a rendez-vous le matin sur les 7h30. Et en fait, on fait une journée continue où on s'entraîne toute la journée. Il nous pousse à bout. Et le soir, vers les coups de 6h30, 7h, il s'arrête et fait « Maintenant, j'ai vu que vous avez du caractère, on va commencer vraiment à travailler. » Et là, on s'est dit « Putain, on va passer une journée de dingue, on est éclaté. Et demain, il faut remettre tout couvert, ça va être compliqué. » Et ce qu'il aimait bien dire, c'est « Un peu plus, il faut donner un peu plus. Allez, il faut faire plus que les autres. » Puis Brock, il est arrivé, comme le dit Bébert, sur ses petits souliers, faisant pas de bruit, mais on a tout de suite vu qu'il avait une classe internationale. C'est une des plus belles places du championnat pendant des années, une des plus belles passes au pied aussi. Il savait tout faire, ce gamin. Julien, juste avant de te donner la parole, il me semble que la première fois que j'ai vu jouer Brock en championnat, c'était justement à Montpellier. C'était pas le Montpellier d'aujourd'hui, c'était d'ailleurs pas sur ce stade-là. Il avait déjà fait une très très belle performance et vous me dites, je ne sais pas quand est-ce qu'est arrivé, et on peut lui rendre hommage, le président défunt Fontès. Je me souviens qu'à Montpellier, il y avait le président Fontès et on était quelques supporters. Nous avions serré la main à René Fontès et je me souviens d'un collègue qu'on appelle Dédé Patate et qui avait dit à René Fontès: vous avez fait une bonne pioche, président. Ça avait gagné à Montpellier et il avait beaucoup participé. Je ne sais pas si
si Julien, vous faisiez partie de ce groupe-là, dès cette victoire à Montpellier, cette année de championnat. Alors là, ça remonte trop loin, je ne sais plus. Parlez-nous de Brock et de Verne. Et Brock, moi je me souviens qu'avec avec Anthony Floch, quand on a vu le nom de Brock qui figurait sur le recrutement, on a commencé à aller chercher un peu sur Internet, essayer de trouver des vidéos et on n'avait pas trouvé grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on était un peu, on va dire, négatif. On pensait que ça allait être un ouvreur un peu bas de gamme et du coup, on pensait que ça allait encore être une saison galère. Il a pris des coups sur la tête, le garçon. Et puis au final, au bout du deuxième entraînement, même du premier, il a montré l'étendue de ses capacités et ça a mis tout le monde d'accord. Et là, on s'est dit qu'on tenait sûrement un excellent joueur et il l'a prouvé après par la suite que voilà, c'était je pense le numéro 10 qu'il nous fallait à ce moment-là. Et je pense qu'il a tenu la baraque pendant de nombreuses années tout seul. Et on a eu la chance en tout cas qu'il se blesse rarement et qu'il soit présent quasiment sur la quasi-totalité des matchs, quoi. Ok. Après c'est vrai que lorsque Brock est arrivé, je te rebondis dessus, Julien. Personne ne le connaissait. C'est Verne qui l'avait trouvé sur des matchs de jeunes. Il n'avait jamais fait de match en Super League à l'époque, où il était juste remplaçant, qu'il avait repéré sur des matchs un peu de quartier, en disant lui, il y a un truc à faire. Et puis il a eu le nez fin et c'est avéré qu'effectivement, on ne connaissait pas, personne ne le connaissait, mais ça valait le détour, quoi. Bon. Déjà, avant de continuer, parce qu'on finira peut-être en parlant des joueurs qui sont en fin de carrière, mais on peut lui rendre hommage, puisqu'en fait, après tout ce qu'il a donné, aussi bien à l'AS Montferrandez, mais aussi à La Rochelle, et puis à l'UBB, et de nouveau à La Rochelle, il fait malheureusement une fin de carrière un petit peu... qui est écourté par ce fameux virus. Donc, je pense que tous les quatre, nous pouvons lui faire un salut, si vous en êtes d'accord. Ah oui, tout à fait. Avec grand plaisir. On arrive donc à cette année 2007. Ça avait commencé. Donc, vous avez un entraîneur, vous avez un ouvreur, nous l'avons bien compris. Et nous arrivons au 19 mai 2007, où en fait, vous faites une finale à Londres contre BAF, et vous gagnez un challenge européen 22-16. Précédemment, vous aviez battu en demi-finale les Dragons gallois au stade Marcel Michelin. Ces Gallois qui avaient sorti le CA Brive en quart de finale 39-17. Vous les battez 46-29, ce qui démontre bien la force de votre équipe. Et en quart de finale, vous aviez battu Newcastle 24-19. Donc, c'était réellement pas un challenge qui était tronqué. En plus, aller le chercher en Angleterre, c'était bien. Et vous aviez gagné tous vos matchs de poule. Petite anecdote, il y avait Albi dans votre poule et il y avait aussi Viadana qui était un club italien. Vous avez souvenir tous les deux de cette, puisque Alex nous dira, mais il faisait pas partie de ce groupe-là. Mais Julien et Elvis, vous avez souvenir de cette campagne européenne? Ah oui, forcément, ouais, c'est vrai que ça reste un. Moi, je pense que niveau rugbystique et niveau émotion, je pense. Ah bah après, il y a forcément 2010 qui est au-dessus, mais je pense que cette saison 2006-2007, en tout cas pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs et une de mes meilleures saisons, autant sur moi sur le plan personnel, autant sur le plan collectif, où on sortait d'une saison très moyenne et sur cette saison-là, on s'était régalé, je pense qu'on avait régalé pas mal de monde aussi et on avait, comme dirait Elvis, on avait cassé le cul à pas mal d'équipes aussi, donc c'est vrai que cette saison-là, en tout cas, c'était une saison énorme et en challenge européen, voilà, on n'avait pas perdu un seul match et c'est vrai qu'on s'était distingué sur cette compétition-là et on avait gagné la finale
en Angleterre contre des Anglais. Donc c'est vrai que c'était un double plaisir. Et Elvis? Ouais, bah, c'est vrai qu'on avait fait une campagne européenne quand même hyper intéressante. On avait eu un gros volume de jeu, on avait roulé sur tout le monde. Et puis en plus, on avait pu battre des Anglais sur leur terre. Avec, en face, il y avait quand même David Bory à l'aile, où Z lui met un flic-flac dans la boîte et derrière Raffut et derrière ça marque. Donc c'est vrai que ça fait d'autant plus plaisir de pouvoir gagner contre des Anglais comme ça. Et puis cette année-là, la campagne, vraiment, on était, comme l'a dit Julien, on était parti sur une année compliquée à l'avant Verne et l'arrivée de Verne nous a en fait donné la culture du travail. Et ça se sentait sur le terrain parce que tout le monde se donnait vraiment à corps et âme pour pouvoir sauver les ballons, jouer le copain. Et il y avait un volume de jeu qui était vraiment hyper intéressant. Julien, je revois une image de la finale. Donc, c'est ton copain Anthony qui te donne le ballon. Mais comme l'a dit Verne, il y avait David, il y avait aussi Nick Abendanon qui était en face. Ouais. Et au sujet de David, sur ton essai, tu lui mets un sacré raffut. Et à ce moment-là, est-ce que tu penses à quelque chose? Tu dis, t'as vu mon coco? Non, franchement, non, pas du tout. C'est sur le moment, t'as pas le temps de regarder. Du moins, tu vois qui c'est le joueur, mais t'as pas le temps de calculer, de dire, de dire voilà, tiens, prends ça donc non, que ça soit lui ou n'importe quel autre, j'aurais tenté la même chose et voilà. Après, c'était un ancien de la maison jaune et bleue qui était en fin de carrière. Moi, j'étais un petit jeune qui débutait, donc voilà. Après, Une fin de loup. Il y a un bel essai à la fin. Donc, toi, tu marques à la 44e. Il y a Tony, le papa de tous, nous disait Alex, mais il va nous en dire quelques mots, qui marque à la 53e. Et puis, bon, on rendait hommage à Brock. Il met un superbe essai à la 59e avec un petit coup de pied, il récupère le ballon. C'est assez fantastique. Vous gagnez, vous rentrez à Clermont. Vous avez pris avec Verne, on faisait la fête quand on avait gagné un challenge européen, où on est tout de suite repassé au boulot, c'est-à-dire au top 14. Je vois Julien qui souffle. Sur sa première année, c'était compliqué. On avait des périodes, on va dire, où on avait le droit de faire la fête, mais c'était plutôt rare avec lui. Et non, après le challenge européen, il restait encore le championnat à jouer, donc je pense que ouais, au retour dans l'avion, on a dû boire. Il y a une fois, Julien. Oui. Après, il le savait pas, on buvait en cachette, mais c'est vrai que non, sur le challenge, comme il restait le championnat derrière, voilà, il nous avait conseillé en tout cas de rentrer à la maison. Je me rappelle plus trop ce qu'on avait fait. Mais si, toi, on savait, toi. Ça se voyait quand même. Je sais que sur cette saison-là, notamment, ouais, comme on gagnait beaucoup, on sortait beaucoup. Ça, bon, alors effectivement, on revient à ce top 16. Comme vous faites vous faites de très très beaux matchs de poule. Vous finissez troisième. Le premier, c'est le Stade Français. Le second, c'est le Stade Toulousain. Vous êtes troisième et le quatrième, c'est Biarritz. Et à l'époque, Biarritz carburait, quoi. C'était un des cadors de ce championnat de France. Et vous aviez 18 victoires. J'ai regardé, vous aviez 18 victoires pour 8 défaites. Et chose exceptionnelle, parce que sur l'antenne de No, où toute la saison, on a parlé un peu des matchs de l'AS Montferrandaise et de ce championnat de France de l'année 2019-2020. Je disais, on aura un souci, c'est qu'on ne prend pas de points de bonus, ni défensif d'ailleurs, ni offensif. Et cette année-là, vous aviez pris 8 points de bonus offensif pour 4 points de bonus défensif, et donc pour finir troisième. Vous avez un mot sur ces points de bonus défensifs et offensifs, même si cette saison 2019-2020 est terminée. Julien, vous suivez toujours un peu les résultats de l'AS Montferrandaise. Elvis, je présume qu'il y a un petit... Pardon? Je dis oui, toujours, bien sûr. Oui, toujours. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce déficit de ce point de bonus qu'il y a eu jusqu'à Agen, en fait, malheureusement quasiment au dernier match de top 14, puisque ça s'est arrêté pour les raisons que l'on sait après. Après, les saisons, c'est jamais les mêmes, c'est toujours compliqué. Et quand on n'est pas à l'intérieur, c'est dur de trouver de trouver une explication ou de juger quelque chose. Donc après,
ils ont été dans une période plutôt compliquée. Ils n'arrivaient pas à enchaîner les victoires. Il leur manquait pas mal de monde aussi. Donc, ouais, il y a plein de critères qui peuvent rentrer en compte. Mais après, j'ai pas d'explication particulière. Et même si je suis les résultats, je regarde un peu le classement, c'est vrai que je me suis un peu détaché du monde du rugby. Du coup, je suis moins assidu sur les matchs. Donc, clairement, je crois que j'ai vu un ou deux matchs maximum. Donc franchement, je me suis pas assez intéressé, je me suis pas assez impliqué pour éventuellement trouver une explication à ce manque de bonus pris par Clermont. Edvis, toi, tu as un avis? Ouais, moi, l'avis, c'est qu'il a dit, hein, Julien, il a dit au tout début de son interview, c'est-à-dire que le problème de Clermont, c'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient partis avec la Coupe du Monde de rugby, qu'ils ont dû travailler avec un groupe, avec des gens qui venaient de l'extérieur, avec pas mal de jeunes. Ils ont essayé de construire un noyau assez dur. Ensuite, c'est un peu compliqué parce que d'autres équipes n'étaient pas trop déployées au niveau des joueurs. Après, il y a eu le retour des internationaux français, ce qui fait qu'ils ont dû remettre en place un peu tout le système de jeu, et ce qui a, dans le temps, a découlé à prendre la bonne mayonnaise, et c'est pour ça que l'ASM a pris du temps à reprendre les bonus offensifs, ainsi de suite, parce que le système de jeu était pas aussi bien huilé qu'il aurait pu l'être s'il y avait eu tous les cadors. Puis on récupère des joueurs aussi détruits, des Vahamina, d'autres joueurs qui ont eu des passages aussi à vide en équipe de France, donc c'était très compliqué, et puis d'autres joueurs qui étaient restés à la maison aussi, qui avaient à cœur d'aller en équipe de France, mais qui n'ont pas été. Donc, ils ont voulu aussi un peu montrer, mais des fois, en montrant trop, tu démontres des faiblesses et du coup, un manque de jeu et de fluidité au sein de l'équipe. On arrive, vous sortez troisième de cette boule, et nous arrivons à une demi-finale contre Toulouse. Alors, c'est étonnant parce que c'est Toulousain. Ils nous réussissent jamais en finale, mais en demi-finale, généralement, on arrive à les croquer. Bon, c'est pas un match forcément facile. Le stade est plein, il fait très beau à Marseille, c'est un stade découvert, pas comme il est maintenant. L'ambiance est très électrique. Match hyper accroché. Ces Toulousains ne vous mettront pas d'essai puisqu'on aura 4 pénalités d'Elissade et un drop de Dubois. Par contre, Tony est encore là et nous met à la 14e un essai. Et puis cette fois, c'est pas Julien qui dépose David Bory, mais c'est Roro qui dépose Claire à la 54e minute. Et vraiment, le peuple jeune, parce qu'on a déjà la Yellow Army, le peuple jaune et bleu est en folie, et on sent bien que on va en finale. En plus, derrière, il y a un drop de James à la 78e qui finit le boulot. Allez, racontez-nous tout ça. On commence par qui, Elvis? Allez. Eh ben écoute, ouais, c'était assez fantastique parce que en plus c'était une des premières fois où on jouait au stade Vélodrome. Le stade Vélodrome était plein craqué, il faisait super beau. On jouait une des meilleures équipes d'Europe aussi à l'instant T. Puis on avait vraiment à cœur de faire une belle saison. Puis on voulait, suite aux résultats qu'on avait eu tout au long de l'année, prouver qu'on pouvait aller en finale. Et sur l'ensemble, on fait un bon match, notamment encore une fois sur le niveau défensif parce qu'on ne prend pas un seul essai. On arrive à les contenir là où quand même les Toulousains avaient un système de relance assez intéressant sur le fond de jeu. Et j'ai revu du coup les images en prend Lube et je me souviens, ils essayaient de faire des côtés des SUA, ils rebalançaient des ballons dans l'axe, on allait systématiquement les chercher, on allait les agresser. Et en fait, l'essai qu'Aurélien arrive à marquer, c'est suite à un ballon de récupération, parce qu'ils essaient de trop jouer, on récupère le ballon, on l'écarte, ça fait deux, trois passes avec Mario Desma qui fait une espèce de passe à l'aveugle, ça rebondit, ça sort extérieur, et ça fait un essai fantastique comme on voit d'Aurélien. Donc c'est des moments qui sont importants dans une carrière, et c'est des souvenirs qui resteront à jamais indélébiles. Juju. Bah, un peu comme Elvis, quoi. C'est vrai que notamment sur ce match, moi, il me reste pas 50 images. Il me reste du coup l'essai de Tony sur la droite et puis l'essai d'Aurélien. Après, tu dis il avait passé Claire en revue, mais sur le début de l'action, il passe Emmence en revue. Derrière, il passe Poitronneau en revue. Et il finit par Claire qui revient un peu en catastrophe pour essayer d'arrêter Aurélien. Mais là, sur le coup, il avait mis un peu de côté, on va dire, deux de ses concurrents directs pour l'équipe de France. Et
et il nous avait débloqué le match parce que même si on n'avait pas pris d'essai, je crois à ce moment-là, on était derrière et il restait pas grand-chose à jouer. Ouais. Et du coup, voilà, il nous a. Après, comme l'a dit Elvis, on avait bien récupéré le ballon, on avait bien exécuté notre système de jeu et puis c'est arrivé sur Aurélien et voilà, après il a fallu qu'Aurélien fasse parler ses qualités et il nous avait vraiment débloqué le truc et je me souviens, j'ai cette image-là où je crois que c'est Brock qui saute dans les bras de Roro et c'est Roro qui nous fait un geste un peu comme ça vers le public pour faire un peu une petite chauffante à la Roro, mais j'ai quelques images, j'ai pas de nombreux souvenirs, mais j'ai ces quelques images qui me reviennent en tête et ouais, c'était magnifique, quoi. C'était une sensation que notre groupe avait pas connue encore et une demi-finale de championnat contre un grand Toulouse, comme l'a dit Elvis, qui cartonnait à ce moment-là et après pour le petit souvenir, il me semble que c'est cette saison-là où Toulouse, on leur avait mis, ils avaient pris 40 points, je crois, au Michelin, si je me souviens bien, et on avait envie aussi de montrer que ce match-là, c'était pas une petite une erreur en tout cas de Toulouse. On voulait prouver qu'on était capable de les battre et notamment sur un match de phase finale, et c'est chose qu'on avait faite. Alors, ce que je peux vous dire, parce que moi j'étais au stade avec des amis, et vous nous avez fait vivre un super moment. Je vous écoute, là j'en ai des frissons, parce que d'abord c'était à Marseille. À Marseille il fait souvent beau, mais il faisait très très beau. Et quelle ambiance! C'était un dimanche après-midi, vraiment, où on peut vous remercier parce que vous nous avez fait passer un hyper moment, quoi. Et après, donc, parce qu'il n'y avait pas de laps de temps, donc le 7 juin, après, vous arrivez au Stade de France, là aussi, le Stade de France est de nouveau bordé. Alex, là, est dans cette finale. Celle-ci, on a parlé la semaine dernière en disant comment on peut perdre les finales, comment on réagit. Alex, tu disais que sur la précédente, tu dis au bout d'un moment, on sent bien que ça va échapper. Donc petit à petit, dans la tête, on se met que ça va échapper. Mais alors celle-ci, je l'ai encore pour préparer l'émission, mais je l'ai regardée 3 fois, 4 fois. Mais on se dit, oh là 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 là. Oui, c'est vrai que c'est l'une qui est frustrante, c'est bien celle-là, quoi. Ouais, allez, vas-y. C'est sûr que non, cette finale-là, elle a été maîtrisée pour le coup jusqu'à 3 minutes de la fin, jusqu'à cette touche où Radiké Samo récupère un ballon un petit peu de manière non licite et on prend cet essai à la con sur le poteau de touche qui fait passer les Parisiens devant. Ouais, c'était 3 minutes avant la fin, avant le coup de sifflet final. Donc c'est une grande frustration parce que cette finale, on l'avait maîtrisée, on dominait le jeu, on dominait le match, mais hélas, voilà, il nous a manqué ces 3 minutes pour faire le job jusqu'au bout. À tel point, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu droit à la reprise suivante avec un joli porte-clés qui marquait 3 dessus. Pour ne pas oublier qu'on avait raté les 3 dernières minutes de la saison. Quoi. Vous vous rappelez? C'est vrai. Je dois l'avoir quelque part encore, ce porte-clés avec 3 dessus. C'est énorme, c'est vrai. C'est 3 minutes qui manquent. C'est ça. Mais après, ce qui est paradoxal, c'est comme pour revenir sur Julien et Elvis, qu'on avait vécu une saison qui était tellement extraordinaire. On s'était retrouvé en début de saison de manière surprenante. Même nous, on était les premiers surpris à éclater comme ça tout le monde. Je me rappelle, l'un des premiers matchs qu'on a fait avec la préparation de Berne, c'était à Biarritz. Et on fait match nul, je crois, ou enfin un match. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas nous, quoi. Et très peu de temps après, on reçoit Toulouse, on les électrocute. Comme dit Elvis, ils prennent 40 points. On reçoit Perpignan peu de temps après, on les électrocute pareil. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il y a eu un truc, on a mangé la potion magique. Et non, on avait juste trouvé pas trouvé, mais Berne avait mis en place une nouvelle forme de travail, une nouvelle forme de jeu qui nous correspondait parfaitement. Et la préparation physique était la même ou elle était un peu différente? Comment dire, c'était de l'esclavage. C'était sympa. Ça reste un très bon souvenir. C'est comme si on avait construit une pyramide, quoi. Et c'est dur. Alex,
avec Eric, vous vous êtes moqué de Marmite l'autre jour avec Tim Lane et tout. Tu sais que Marmite m'a rejoint sur Facebook, alors attention. Oh merde. Le gros Marmite. Ouais, mais lui, il bouffe des nounours à la guimauve dans sa bagnole aussi. Donc, le problème, c'est que j'ai regardé le début de première mi-temps, plusieurs fois, vous pourriez marquer, vous n'arrivez pas à marquer. C'est vrai. Ces stadistes font des fautes, donc bien sûr, Brock met des points, mais on n'arrive pas suffisamment à se détacher. On aurait dû. Enfin, on n'a pas tué le match. C'est facile quand vous êtes observateur sur le siège du stade. Je pense qu'on aurait pu tuer ce match beaucoup plus tôt, non? Oui. On leur a donné l'occasion de revenir, qu'en pensez-vous? Ouais, mais à l'époque, on n'avait pas encore le recul nécessaire pour pouvoir appréhender les matchs comme ça, couper un petit peu. C'était vraiment la première pour l'équipe qui était là à l'instant T. C'était une équipe qui était en construction avec des jeunes, avec une nouvelle façon de travailler. Et on n'arrivait pas à appréhender un peu les matchs comme ça, un peu couperés, où il fallait être tueur sur l'instant T. Julien, un avis? Ouais, non, c'est sûr que même je vois le match de challenge européen, je pense qu'on aurait pu on aurait dû le tuer bien plus tôt que ce qu'on avait fait. Et c'est vrai on avait laissé les Anglais à quelques enjambées derrière nous. Et c'est vrai que sur la finale, c'était un peu pareil. On n'a pas réussi à concrétiser nos temps forts ou à pas assez les concrétiser. Et du coup, on n'était pas à l'abri d'un essai. Et malheureusement, c'est ce qui nous est arrivé à 3 minutes de la fin. Et ouais, c'est peut-être le manque d'expérience à ce niveau-là. Et puis surtout, c'était comme l'a dit tout à l'heure Elvis ou Bébert, je sais plus, c'est que le groupe était parti sur de nouvelles bases. On s'attendait, nous, on était les premiers surpris par rapport au jeu qu'on arrivait à produire et par rapport à ce qu'on était capable de faire. Et ouais, il a fallu digérer tout ça durant toute la saison. Et ça, ouais, c'est vrai que c'est sûr que ça a été, je pense, sur toutes les finales qu'on a perdues, je pense que c'est celle qu'on méritait le plus de gagner. Et ouais, ça a été un premier petit crève-cœur pour le groupe de perdre si bêtement, on va dire, sur la fin du match. Mais paradoxalement, tu vois, Julien, à la fin du match, bien sûr qu'on avait tous les boules, mais on arrivait quand même de la saison précédente, on avait terminé 7e ou 8e dans la souffrance pas possible, ça faisait 2-3 ans qu'on galérait. Et là, avoir eu ce retournement de situation aussi rapide en une saison, d'avoir changé un peu la chamboule et la hiérarchie du championnat, on était quand même tous heureux et surpris et contents de découvrir ce moment-là, de se retrouver là. Et donc il y avait cette amertume, mais je pense qu'elle a été vite évacuée parce que on s'est dit, putain, on a quand même fait une saison, on arrivait de nulle part, avec le même groupe que la saison précédente. Juste Brock en plus, c'est quasiment les mêmes joueurs, et on a terminé en finale, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a eu ce petit pincement au cœur, comme dit Julien, à dire oh, putain, c'est vrai qu'il nous manquait ces 3 minutes, mais putain, on est quand même content de vivre ce moment-là, quoi. Alors, il y avait quand même en face de sacrés clients parce que il y avait deux frangins, il y avait les deux frangins d'Edesma. Comment ça se passait? Il y avait Mario et Pedro en fait. Pedro, ouais. Pedro. Ah, il y avait beaucoup d'émotions. Mario, avant le match, était assez sensible à ça, quoi. Et il y a un type que vous avez retrouvé qui s'appelle Nicolas Jean-Jean. Et vous avez déjà tapé en finale, mais avec le Stade Toulousain. Tu en étais, toi, Alex? Oui. 2001, c'était. Tu te dis quoi? Tu te dis, mais Jean-Jean, il non, tu te dis rien. C'est un épiphénomène, quoi. C'est-à-dire que... voilà, il a un coup de bol, quoi. C'était comme Benoît Auguste qui avait été champion avec les deux clubs avec Biarritz et Stade Français, quoi. Donc il était au bon endroit au bon moment, quoi. Alors après il y en a deux qui ont fini à Clermont, c'est David Escrella qui était dans ce groupe, et il y a Benjamin Kaiser qui vous salue parce que je l'avais invité et je m'en faisais une joie, mais c'est un peu comme pour un chroniqueur, c'est un peu comme perdre une finale. Son emploi du temps lui a pas permis, là, puisqu'on s'était fixé à 14 heures. Peut-être que je l'aurai d'ici l'émission de lundi.
qu'est-ce que vous auriez à lui dire sur le fait qu'il a fait partie de cette équipe qui a fait ces 10 minutes de folie et qui est venue vous rechercher? Vous lui C'était un diriez bel quoi? enculé. C'était un bel Hein? enculé. C'est un bel enculé. Et surtout qu'après, pour venir chez nous et gagner un titre chez nous, il aurait mieux fait directement de venir chez nous et gagner directement plus de titres. Toi, Julien, t'as pas joué avec Benjamin à Clermont? Si, si. Si. Ouais, Mm. j'ai fait quelques matchs, ouais. Mais après, moi, j'ai souvenir, surtout pour lui, tu lui passeras le message. En 2000, je crois que c'est en 2009, en équipe de France, où Clermont cherchait à le recruter. Et il avait une image plutôt négative de Clermont avec les vaches, avec la bouse, avec le mauvais temps, la neige, le gel. Et en gros, il m'avait un peu dénigré Clermont pour que quelques années plus tard, revenir à Clermont, s'installer à Clermont et adorer la région et prendre un plaisir de fou. Donc pour le coup, tu vois, il avait une très très mauvaise image de Clermont. Et aujourd'hui, quand je vois comment il est implanté à Clermont, je me dis. Donc tu pourras lui faire un petit clin d'œil, lui dire voilà, qu'est-ce qu'il pensait de Clermont en 2009. Quelle image il avait. J'y manquerai pas, je lui ferai même écouter. Salope. et, et, et toi, Alex? Non, bah, rien de particulier en plus. Moi, j'ai un petit souvenir. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, quand on est reparti le dimanche matin, pendant les champs, on est tombé sur le bus du Stade Français Ouais. avec un bus impérial avec tous les couverts et avec au pied du bus, il y avait 30 personnes quoi. Il y avait la famille, les parents et les maris. Et les femmes et les enfants quoi. Et on s'était tous dit ouais, c'est ridicule, si ça avait été nous à cette place-là, la place serait remplie quoi. Bon, donc on arrive au terme de cette finale. On va peut-être dire un mot d'actualité parce que ça bouge beaucoup d'une semaine à l'autre. Bon, visiblement, le top 14, c'est terminé. Alors bon, ça fait de la peine, bien entendu, aux supporters parce qu'il y a des gens qui ne vivent que pour ça, vous le savez bien, qui vous suivent, etc. Et je suis sûr qu'ils s'ennuient le vendredi soir de ne pas voir Pro D2, le samedi, le dimanche de ne pas voir de top 14, d'autant plus qu'on approchait de ces phases finales qui sont toujours un régal pour le public jaune et bleu qui vous suit et qui nous suit sur nos TV. Mais j'ai quand même une pensée parce que chaque fois que nous terminons une saison, il y a toujours ces grands moments, vous l'avez connu chacun, soit parce que vous arrêtez votre carrière, soit parce que vous vous dirigez vers un autre club. Et cette année, il y a quand même, je pense à nos Montferrandais, qu'on a idolâtré, Zirache, Tadger qui est arrivé cette saison, Abendanon, Cassan, Toeva, Grosso, Ledlo, Liaga, Pukuvu, Kakabadze, j'en oublie peut-être. Et puis, bien entendu, on parlait de Brock tout à l'heure. Quel est votre ressenti, vous qui avez été joueur, qui avez vécu des adieux au stade Marcel Michelin devant ce public jaune et bleu? Est-ce que vous avez un petit mot à dire à tous ces copains qui ne vont pas vivre ça, et même pour certains qui ne rechausseront plus de crampons et la fin c'est comme ça quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire? Non, c'est Alex. Ben vas-y, Alex. Je dis, de toute façon, c'est une étape à passer. Hein. Et il faut se jeter un peu dans le grand bain, sortir du cocon confortable de la vie de joueur de rugby. Et puis, il faut y aller. Il n'y a pas le choix de toute manière. Donc, on est tous que de passage lorsqu'on porte un maillot ou qu'on joue au rugby, même avec la plus grande énergie, la plus grande envie, même pour les plus chanceux qui jouent longtemps, on ne fait hélas que passer. Donc, à un moment, il faut savoir tourner la page et il faut savoir se tourner vers d'autres histoires. Et maintenant, après, c'est des moments qui sont toujours un peu particuliers, qui ne sont pas forcément agréables à passer ou à vivre, paradoxalement, parce que y a plein de choses qui remontent, c'est particulier, mais il faut les appréhender de la meilleure des manières. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Donc c'est sûr que c'est un peu triste pour eux qu'on ne puisse pas avoir ce moment un peu de commémoration. Je ne doute pas que tous les clubs de France
sauront faire un petit signe, un petit geste lors de la reprise pour le premier match à domicile. Ce serait de bonne augure. Maintenant, après, voilà, hélas pour eux, c'est mal tombé, c'est pas de bol, quoi. C'est pas de chance, quoi. Ok, merci. Julien, tu as un avis? De toute façon, on sait tous que malheureusement, on ne peut pas choisir notre sortie. Et il y en a qui ont du coup la chance d'avoir une sortie honorable, qui finissent sur un titre par exemple, ou qui finissent sur un dernier match à la maison. Je pense notamment à Roro qui a, je pense, a vécu un bon moment, même si c'est vrai que cette saison-là qu'ils avaient fait, ça n'avait pas été terrible. Mais après, voilà, il y a malheureusement des événements comme ce coronavirus qui font que la fin de certains va pas pouvoir être sympa. Mais voilà, moi, je sais que j'ai vécu une très, très mauvaise sortie. Mais voilà, après, comme dit Alex, voilà, il y a autre chose derrière. Et puis, même si ça nous a fait vibrer et vivre pendant des années, voilà, ça reste que du rugby. Et voilà, moi, j'ai réussi en tout cas à passer au-dessus et à me dire qu'il y avait autre chose derrière. Et même si j'ai eu entre guillemets, une sortie de merde, c'est pas grave. Voilà, je repense à tous les autres bons souvenirs que j'ai eus et je suis positif avec ça. Et je me dis que voilà, une sortie, de toute façon, qu'elle soit belle ou moche, c'est une sortie quand même. C'est une sortie. Derrière, il n'y a rien. Donc au final, voilà, c'est vrai que pour certains, voilà, notamment je pense à Dato, parce que voilà, il a apporté énormément à Clermont. Je pense que ouais, c'est vrai que ça. Je pense surtout à lui qui va arrêter. Après les autres, je les connais pas assez. Et puis je pense après peut-être qu'il y a Nick qui a un peu fait quelques années, mais les autres n'ont pas un gros cursus, on va dire, avec Clermont. Mais voilà, après, pour Dato, c'est dommage. Mais lui, pareil, voilà, je pense qu'il a vécu énormément de très très bons moments avec Clermont. Et malheureusement, même si la fin, il ne peut pas la choisir, je pense que voilà, il va se consoler avec tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Je te remercie, Julien. C'est très sympathique pour Dato. Et Elvis? Eh bien, moi, pas de compère, hein. Simplement, je pense que c'est une sortie, quelle que soit la sortie, il faut l'appréhender. C'est beaucoup d'émotions lors des matchs, des derniers matchs, quand tu es devant devant tout le public, tu as ta famille qui est à côté, tu sais que tu vas arrêter, donc tu te remémores plein de bons souvenirs. Donc, c'est toujours compliqué à gérer. Après, un mec comme Dato, je sais qu'il est bien implanté sur Clermont-Ferrand, donc je pense que le club aura à cœur sur le début de saison, de le ramener sur le terrain, de se ramener sur le terrain pour dire un petit coucou, comment il va. Je sais qu'il est bien implanté aussi au niveau des industries. Donc, et puis, je vais vous dire un truc, messieurs qui arrêtez le rugby, vous allez voir que la vie après le rugby, elle est sympa aussi. Il y a les jours fériés, il y a les vacances, tu peux faire l'apéro quand tu veux. Il y a des week-ends. Il y a des week-ends. La vie après le rugby est vraiment sympa. Tu peux profiter de ta famille pleinement. C'est complètement différent. Donc, la vie avec le rugby, c'est bien, mais la vie sans rugby, c'est bien aussi. Ok, eh ben écoutez, on est arrivé au terme de notre émission. J'espère que moi, vous m'avez régalé. Donc, j'espère que vous allez régaler le public de nos TV. Ici c'est le confinement. J'étais très heureux de vous revoir. Je fais une toute petite confidence à Julien Malzieu. C'est que j'ai ma fille qui vit sur le puits et j'ai un petit-fils qui a 7 ans qui joue au COP. Qui apprend le rugby donc, avec l'école de rugby du Puy. Donc, je te fais un coucou de la Haute-Loire. Voilà. Merci à tous. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Salut tout le monde, merci. À très bientôt. Bye. Ciao. Voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos 3 champions. Contre ce Stade Français, c'était passé très très près. Semaine prochaine, nous traiterons de 2 finales, 2008 et 2009, parce que vous verrez, nous finirons un jour par le gagner, ce bout de bois. Allez, bonne semaine à tous et à tous.